Bienvenue à tous sur la chaîne PCM4U et bienvenue Sylvain, tu es notre invité aujourd'hui. Je suis Sylvain Bell, je suis sociologue et je suis actuellement donc titulaire d'une chaire de recherche de l'Institut national du cancer qui s'appelle Enjeux sociaux de la médecine personnalisée et des innovations. Et en tant que sociologue, en fait, je m'intéresse principalement aux questions de comment se font les innovations dans le domaine du cancer et donc à ce titre à l'accès des patients aux essais cliniques. Ouais, donc tu as beaucoup travaillé sur en effet tout ce qui est analyse moléculaire, médecine personnalisée. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser quelques questions sur l'accès aux essais cliniques. Alors effectivement, aujourd'hui, l'accès aux essais cliniques se fait principalement par les médecins. Donc le facteur qui va amener un patient à participer à un essai clinique, ça reste le médecin référent qui suit le patient pour sa maladie et donc qui va à un moment donné identifier un essai et orienter le patient vers un essai. Et donc à ce titre, d'une certaine manière, c'est la relation, les formes de relation qu'il y a entre médecins qui va être déterminante dans l'accès à des essais. Et donc forcément, les réseaux professionnels qui existent, qui sont préexistants, peuvent soit faciliter, soit au contraire limiter l'accès de certains patients. D'accord. Et donc ça, c'est national en France, c'est principalement comme ça que ça se passe. Je crois que tu l'as étudié assez en profondeur. Est-ce que c'est le cas et est-ce que c'est différent dans d'autres pays du monde si tu connais un peu les situations? Effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour le coup, c'est quelque chose qu'on a. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études sur la question, mais qu'on retrouve quand même à l'étranger. Ça a l'air d'être des dynamiques propres et donc d'une certaine manière, le système de santé semble ne pas trop jouer sur ces dynamiques d'accès, en tout cas à ce niveau-là. On est vraiment sur cet aspect-là. Après, il y a quand même peut-être un autre point que je voulais ajouter, c'est dire que les professionnels sont au centre de l'accès des patients ne veut pas dire que les patients n'ont pas de rôle. Et je pense qu'il faut rappeler, et ça s'est renforcé ces dernières années, qu'il y a des patients qui deviennent proactifs dans la recherche d'essais cliniques à titre individuel. Et donc, on a des patients qui ont vraiment des parcours où ils font des démarches, vont dans d'autres hôpitaux, challenge d'une certaine manière les professionnels de santé qui les suivent. Et on a aussi des mouvements d'associations qui se sont emparés de ces problématiques-là. Comme par exemple les triplettes roses qui se sont mobilisés sur les questions d'accès aux innovations en général, qui transforment ces questions d'accès. Donc voilà, les patients sont aussi là derrière et il ne faut pas les oublier. Effectivement, ce qui va être les facteurs facilitants, c'est ce réseau professionnel, comme je le disais, et donc on voit, et c'est là où le système de santé revient, que la capacité du système de santé à organiser ces réseaux professionnels, je pense par exemple à des RCP moléculaires, à des parcours de médecine génomique, tout ça va venir faciliter d'une certaine manière la circulation des patients. Et à ce titre-là, c'est là où on a aussi des thématiques de cross-border. Des réseaux qui peuvent être constitués à l'international peuvent servir à faire circuler les patients d'un pays à l'autre parce qu'il y a ces liens qui existent. Donc ça, c'est le principal facteur facilitant. Ensuite, le deuxième, c'est bien entendu les connaissances qu'ont les patients et la capacité que les patients ont à intégrer ce qu'est la recherche clinique, quelles conséquences ça va avoir pour leur parcours de soins. Et donc ça aussi, ça va être quelque chose qui va favoriser ça. Et dernier point, c'est l'information que les médecins référents ont sur ces essais et leur capacité à transmettre ces informations aux patients. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et on avait été dans un colloque sur la génomique et un médecin qui disait « mais moi, j'arrive pas à vendre l'accès à la génomique à mes patients, j'arrive pas à leur présenter, c'est compliqué ». Et donc ça, en soi, c'est soit je leur donne trop d'espoir, soit au contraire, je leur montre que ça n'a pas d'intérêt et donc ils ne vont pas rentrer dans cette démarche. Alors ça reste un frein forcément parce que qui dit déplacement supplémentaire dit contraintes supplémentaires qui vont peser sur les patients. Et là, une fois de plus, malheureusement, le système de santé tel qu'il est fait actuellement peut être un frein au sens où il y a des déplacements qui peuvent être difficiles à faire rembourser, notamment sur les phases de screening, où tous les frais ne peuvent pas être pris en compte par le promoteur de l'essai. Et donc là, on voit clairement qu'il y a des différences entre caisses d'assurance maladie. Néanmoins, ce qu'on a montré, c'est que la capacité à organiser ces réseaux fait qu'on arrive à faire circuler des patients très loin. Et certains centres arrivent à faire circuler des patients vraiment de l'autre bout de la France pour participer à des essais. Donc c'est possible, mais il faut l'organiser et ça nécessite de le prendre en compte de manière à part entière. Alors effectivement, il y a des objectifs qui ont été définis dans les différents plans cancer et notamment
dans le dernier et la stratégie décennale, on était à peu près à 20% d'objectifs d'inclusion dans des essais cliniques. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas de réponse à savoir où on en est par rapport à cet objectif. Et c'est un point important parce que, au final, on a très peu de données sur ces patients. Et je pense que là est un point. Donc, bien sûr, il y a des collectes d'informations qui se font au niveau de l'Institut national du cancer, par le LEM aussi, sur des essais à promotion industrielle. Mais on reste sur des données partielles qui ne sont pas constituées comme un problème de santé publique et mis à disposition des chercheurs. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est là aussi, c'est de savoir qui participe à ces essais, comment suivre ces patients et quelles conséquences ça a sur leur trajectoire. Donc, il me semble que l'enjeu, en fait, il est vraiment de saisir où sont ces patients. Je pense que cette question, elle doit être saisie à peu près à deux niveaux. Le premier, bien sûr, c'est un objectif de production des connaissances biomédicales. Faire des essais cliniques a pour but de produire de nouveaux médicaments pour soigner de futurs patients. Et on sait que la représentativité des patients dans ces essais va impacter la nature des connaissances qu'on va produire sur ces médicaments. Et donc, exclure certaines populations, c'est aussi risquer de produire des médicaments qui vont avoir des effets biaisés sur certaines populations. C'est très bien documenté, par exemple, sur les adolescents jeunes adultes, où il y a eu des combats qui ont été menés par cette communauté pour tenter de favoriser l'inclusion des AJA. Mais on l'a aussi vis-à-vis des femmes, aussi des personnes qui habitent dans certains lieux, parce qu'on peut imaginer des expositions, par exemple, à des facteurs de risque différents qui peuvent amener après des formes de cancer différentes, etc. Donc, ce premier enjeu, c'est vraiment la représentativité dans les essais en vue de la production des nouveaux médicaments. Et le deuxième enjeu, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de reconnaître aujourd'hui qu'il y a une demande de la part des patients d'accéder aux innovations et qu'à partir de là, d'une certaine manière, il faut pouvoir rendre compte de cette demande-là et qu'il faut pouvoir répondre à ça. Ça fait vraiment écho à des choses qui sont issues de l'histoire de la médecine et des essais cliniques, avec notamment dans la lutte du VIH-Sida et la montée de la parole des patients qui ont aussi amené à créer des nouveaux cadres de la recherche clinique avec les autorisations temporaires d'utilisation. Donc la capacité de patients de prendre le risque par eux-mêmes de participer à des traitements innovants face à la situation qui était la leur. Et là, on retrouve aussi cette dimension-là en cancérologie, de cette montée de la parole des patients et de la volonté en fait, d'avoir un rôle en fait, qui n'est pas juste d'être un objet d'expérimentation, mais d'être aussi acteur d'une certaine manière de ce système-là. On a effectivement, côté sciences humaines et sociales, en tout cas, on a des projets qui ont été créés dans ce sens-là. Donc, on a maintenant des projets de recherche qui portent spécifiquement sur l'accès des patients à la recherche clinique. Et donc, récemment, on est en train de construire une cohorte de patients inclus dans des essais de phase précoce, avec pour objectif d'identifier les parcours pré-inclusion et post-inclusion, donc pour essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qui amène un patient jusqu'à un essai de phase précoce et ensuite quelles conséquences ça a aussi sur son parcours un an après son inclusion. Donc, et d'avoir pour la première fois une cohorte, ce que je disais, de rendre visible en fait, cette population à l'échelle nationale. Donc ça, c'est une initiative qu'on porte. La deuxième chose qu'on a commencé à faire aussi, c'est on a fait l'année dernière un atelier avec des patients et leurs représentants pour leur parler d'accès aux essais de phase précoce et pour voir qu'est-ce que ça leur disait, quel écho ça leur faisait. Et donc ça, c'est vraiment un point qui a été très riche pour nous parce que ça a montré l'importance en fait, que ces patients, futurs patients, représentants voyaient dans ces questions d'accès. Et ça a aussi montré leur capacité à décaler les lignes de réflexion. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver des espaces où on discute de ces questions-là avec les patients directement et qu'ils soient autour de la table en fait, parce qu'ils ont des choses à dire. Et donc il faut favoriser ça. Et le troisième exemple que je voulais aborder, c'est il y a des initiatives, et là je pense un peu à la pédiatrie qui a réussi à mettre en place des forums multi-stakeholders, notamment je pense à Accelerate, qui réunit autour de la table des médecins, des industriels, des institutionnels et des patients, et qui mettent toutes ces personnes-là en discussion. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir cet espace-là où tout le monde est représenté pour discuter, que le point de vue de chacun soit pris en compte aussi, parce qu'il y a des contraintes. Et je pense que c'est un peu l'enjeu de la recherche clinique, c'est qu'on est à la frontière de plusieurs mondes et qu'il faut réussir un peu à assumer cet espace de frontière pour pouvoir faciliter cette expérience d'accès et l'accès aux essais cliniques. Génial, je pense qu'on a bien compris le sujet, les enjeux et tout ce qui est mis en place pour essayer d'améliorer la situation. Donc merci beaucoup Sylvain et à très bientôt dans tous ces projets. Merci.